Bonjour Julien, bonsoir à tous. Bonjour Patrick. Bonsoir aux deux. Alors, Bonsoir à tous. salut Michel. Ce soir, nous accueillons Julien qui est déjà venu à plusieurs reprises. Alors, Julien, tu as 30 ans, tu es un professionnel de bridge. J'ai cru savoir que dans ta famille, on ne jouait pas au bridge, donc tu es un pur produit du bridge scolaire, c'est ça? C'est ça. J'ai commencé au collège avec une prof d'allemand qui m'enseignait ça le midi. On en profite pour passer un petit bonjour à Evelyne, elle s'appelait Evelyne. Ouais, Evelyne, c'est Ah. ça. C'est ça. À Et, Erfurt. et alors, chose extraordinaire, c'est qu'il y a même une classe qui porte le nom Julien Bernard. Alors ça, je suis Et pourtant, je pas suis pas content. encore mort. Oui, en fait, c'est une classe de bridge qui faisait pas mal de bridge scolaire et ils m'ont fait venir 2-3 fois voilà, pour animer quelques séances. Alors, il y a quelques semaines, tu avais fait une interview pour le Média Brut et on a eu l'occasion de découvrir Evelyne et qui nous avait dit que, après avoir été ton enseignante, elle allait devenir ton élève lors d'un stage que tu animais avec Nicolas L'Huissier. Ça s'est bien passé le stage avec Evelyne? Oui, elle est revenue, donc c'est qu'elle a bien aimé. Bien. Alors, ton partenaire, Nicolas L'Huissier, qui sera prochainement parmi nous, je crois que c'est au mois de février, vous faites partie tous les deux, donc votre père du Club France. Comment Oui. ça se déroule la vie d'un professionnel membre du Club France? C'est quoi vos activités? Déjà, nous, on n'est pas que professionnels, on est aussi professeurs, donc on passe quand même une majorité de notre temps à donner des cours de bridge. Et à côté de ça, on essaye de jouer au maximum. Donc les week-ends, on fait toutes les compétitions du plus haut niveau possible ensemble. On s'entraîne régulièrement dans le cadre du groupe France. Donc il y a des entraînements les lundis soirs sur Internet. Le vendredi, on va à la Fédé. Il y a des week-ends d'entraînement contre d'autres pays. Donc ça fait, mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de bridge à deux. Oui, ça vous occupe bien, hein. Donc vous êtes comme des sportifs, en fin de compte, vous vous entraînez. Oui, oui, À propos de sport, j'ai cru comprendre que tu pratiquais en dehors de tes activités bridgesques plusieurs sports. il faut, il faut, il faut pas mal de C'est foot. par goût ou tu considères que c'est nécessaire dans la vie d'un professionnel de bridge, dans le cadre des compétitions, d'avoir une hygiène de vie, faire du sport régulièrement? Ouais, ouais, quand on fait un championnat qui dure d'une semaine et quand on joue 8-9 heures par jour, si on n'a pas une bonne forme physique, finalement, on ne tient pas. Et effectivement, faire pas mal de sport, ça fait partie du truc. Ouais. Alors tes sports que tu pratiques? Historiquement, du foot, toujours du foot, j'en fais encore. Mais pas mal de paddle. Le monde du bridge est quand même pas mal ouvert au paddle. Donc, j'en fais pas mal. Ouais, c'est un Bien. sport à la mode. Alors, tu es supporter, parce qu'on a toujours dans cette émission un moment football. Donc, tu es un grand supporter du Racing Club de Lens. Donc, tu as ici avec Michel un supporter du PSG. Donc, Oui, oui. Voilà. Alors, c'est une équipe formidable. Tu es allé souvent dans le stade, entendre les Ouais, corons? ouais, quand j'étais jeune, j'allais très souvent, ouais, quand j'étais Ah, petit. quand ils chantent ça les doit être corons, c'est formidable quand ils magnifique. chantent, c'est merveilleux. Non, mais ils le font toujours, hein. Oui, oui, je sais. Ils le font toujours. Ouais, c'est Et génial. du Alors, comme tu le disais, Julien, tu dispenses des cours et après avoir été installé dans la région parisienne, maintenant tu t'es installé dans la région lilloise et tu dispenses des cours dans un très grand club. C'est ça, c'est un petit retour aux origines. Alors, je fais encore 2 jours sur Paris, mais je commence à m'installer sur l'île. Je donne des cours à Ouascal pour commencer. Mais voilà, avant peut-être de donner Il y a d'autres. de membres dans le club de Wascal. Pas mal, hein. Il y a 600 membres, il y a des tournois tous les après-midi. Ça fonctionne bien. Ouais, Ouais, 600 membres, ça doit être un des plus grands clubs de France. ouais, ouais, ouais. Bien, ben, je te remercie, Julien, pour cette petite introduction. Donc, nos auditeurs, un premier sondage s'est affiché. Donc, je vous rappelle un petit peu, pour les habitués, évidemment, c'est pas nécessaire, mais pour les nouveaux qui pourraient y avoir parmi nous, pour voter, vous devez d'abord, dans un premier temps, créer un compte Twitch. Ensuite, vous cliquez sur suivre, vous vous abonnez pas, hein, vous cliquez sur suivre uniquement, et ainsi vous pourrez voter. Et pour voter, il vous suffit de saisir le numéro qui correspond à une des propositions dans le chat. Voilà. Donc, on va d'abord vous demander d'où venez-vous. On va voir si la région lilloise s'est mobilisée.
Voilà, donc on a la région parisienne qui est en force, suivie comme bien souvent par le sud-est. Et le sud-ouest et le nord-est sont très proches, ça c'est partagé. Alors, si tu veux bien, Zach, on va. Ah, c'est bien équilibré. Il y a un petit peu toute la France qui est représentée, en tout cas le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et la région parisienne. On va passer au deuxième sondage dont nous avons l'habitude, à savoir quel est votre niveau. On rappelle qu'aujourd'hui, Julien, c'est le niveau débutant, enfin joueur moins Niveau confirmé. début. Ouais. Ouais, je vais plutôt m'adresser à des gens qui ont 2-3 ans de bridge, qui maîtrisent au moins les 2-3 premières années de bridge. C'est pour moi, alors c'est parfait. Alors, voyons, vous votez, toujours vous saisissez dans le chat le numéro qui correspond à une des propositions. Et à ce sujet, on peut noter quelque chose de vraiment sympathique, c'est que Julien, qui est un grand champion de bridge, eh bien, a accepté et même a été tout à fait chaud pour s'intéresser au niveau débutant, ce qui prouve que la pédagogie, eh ben, elle peut tout à fait être l'apanage des joueurs qui jouent pas mal. Bah oui, parce que ça demande beaucoup plus de pédagogie que de technique. Donc, puis vous verrez que les questions sont super, donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, voyons voir. 20% de quatrième série mineure, ajouté aux 20% de quatrième, donc on a une petite quarantaine de pourcents de quatrième série, 25% de troisième série, donc c'est vraiment parfait. Bon, on a quelques premières séries majeures qui se sont égarées, mais c'est pas grave, on leur souhaite la bienvenue. On verra si Alors, j'arrive à les pour les piéger quand même. premières séries, que ce soit mineures ou majeures, en dessous de 200, ça va pas. Hein. Il va falloir 180, Patrick. Allez, 180. Allez. Vous avez droit à une faute à 20 couronnes, mais vous n'avez pas le droit de gaspiller plus de 20 couronnes. Donc, voilà, c'est votre challenge. On verra ça à la fin. Bon, je propose de commencer, Julien. On est parti. Alors, première question d'enchères. Donc, vous avez une petite séquence d'enchères. Vous êtes en or. Votre partenaire ouvre d'un trèfle en sud. Vous avez commencé par répondre un cœur, qui est une enchère forcing pour l'instant. Et votre partenaire répond un sans atout. Je demande ce que vous auriez fait à ce stade-là de la séquence d'enchères, après avoir simplement dit un cœur. Est-ce que vous dites 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, ou est-ce que vous dites 3 sans atout? Tu veux mettre le sondage? Oui, là, sur cette première question, on va pouvoir aller un peu plus vite. Petite question pas trop compliquée pour commencer. Hein. Oui, encore que. C'est une erreur que je vois souvent. C'est bon, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre. Oui, on peut y aller. Alors, il y a 2 choses. Déjà, vous êtes certain d'avoir un fit à cœur, puisque vous avez 6 cartes à cœur,
Et votre partenaire, quand il fait une redemande à un sans atout, il a montré un jeu régulier. Donc, quand il montre un jeu régulier, il a au moins 2 cartes à cœur. Alors, on sait qu'il n'en a pas 4, puisqu'il n'est pas fité au premier tour. On sait qu'il en a au moins 2, donc il en a 2 ou 3, ce qui vous garantit un fit à cœur. Donc déjà, ce n'est pas tellement le moment de surenchérir à sans atout. On est fit et cœur, on va jouer à cœur. Alors, combien de cœurs? En fait, vous n'avez même pas besoin de prendre votre temps. Votre partenaire, quand il a dit un sans atout, il s'est zoné. Il a dit qu'il avait entre 12 et 14 points. Donc, c'est plus ou moins à vous de prendre la décision finale. Et quand vous vous contentez de 2 cœurs en face de quelqu'un qui s'est zoné, c'est qu'il n'y a pas tellement d'espoir de manche. C'est tout simplement pour s'arrêter à 2 cœurs. Or là, quand vous avez 13 points d'honneur en face de quelqu'un qui en a promis au moins 12, ça fait au moins 25 points d'honneur, il y a de quoi jouer la manche. Donc vous avez les points de la manche, vous êtes sûr d'être fité à cœur, finalement il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il fallait enchérir 4 cœurs. Voilà, La 2 bonne cœurs. réponse était 4 cœurs, donc vous marquez 10 couronnes. Voilà, Alors 3 j'ai cœurs. une question, l'enchère de 3 cœurs, ça serait quoi ici là? Ouais, c'est une bonne question. Alors il y en a qui ont peut-être voulu faire quelque chose d'intermédiaire entre 2 et 4 pour prendre son temps. Alors il n'y a pas tellement de raison de prendre son temps. D'ailleurs, l'enchère de 3 cœurs, classiquement, c'est réservé à des mains très très fortes pour le chelem. Voilà, quand on a de quoi proposer la manche, on passera plutôt par un roudi. Alors en général, en 2e ou 3e année, on n'a pas encore vraiment vu le roudi. Mais classiquement, 3 cœurs, c'est plutôt une enchère pour le chelem. Avec des jeux Ceux qui ont très mis forts. 300 atouts, Ceux qui ont mis 300 atouts, vous avez bien vu qu'il y avait les points de la manche, mais vous avez complètement ignoré le fit à cœur, ce qui, en général, sera plutôt contre-productif. là, il y a 62% parmi vous qui ont trouvé la bonne réponse. Allez, on va passer à la deuxième, qui te donne de défense. Alors, vous avez une séquence d'enchères, un sans atout en sud, donc vous savez que sud entre 15 et 17 points, un 2 trèfle Steman en or, puisque nord a 4 cartes à cœur, donc il recherche le fit à cœur. Sud répond 2 carreaux pour dire qu'il n'a pas de majeur 4e, et nord conclut à 300 atouts. Vous avez entamé le 5 de pique dans votre couleur la plus longue, en 4e meilleur. Votre partenaire a pris de l'as, sur lequel sud a joué le 4. Et votre partenaire rejoue maintenant le 8 de pique, sur lequel vous voyez apparaître la dame en sud. Alors, vous prenez votre temps. Qu'est-ce que vous auriez joué au deuxième tour? Est-ce que vous auriez pris du roi pour en rejouer, en jouant le 9? Est-ce que vous auriez pris du roi de pique, mais vous auriez contre-attaqué avec le valet de carreau? Ou est-ce que vous n'auriez pas pris, vous auriez joué un petit pique? Donc, vous êtes en ouest. Qu'est-ce que vous auriez fait sur ce deuxième tour de pique? Votre partenaire a pris de l'as et a rejoué le 8. Et le déclarant a joué le 4 au premier tour et la dame maintenant. Pendant que vous réfléchissez, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Julien. Toujours dans le chat, vous formulez votre question et on va peut-être sélectionner et ainsi on demandera l'avis de Julien. Alors, prenez bien votre temps. En défense, et comme en déclarant, il faut essayer de faire un plan de jeu. Donc là, vous devez faire un plan de défense pour essayer de battre le contrat. Il faut essayer de faire 5 levées pour faire chuter. C'est ça. Bon, je crois que tout le monde a eu le temps de répondre. Patrick, tu penses? Bon, on va laisser encore quelques secondes parce que quand il s'agit les enchères, c'est rapide, mais bon, quand il s'agit de plans, peut-être. La défense. Je vois qu'il y a encore beaucoup de résultats qui sont saisis. Bon, on vous laisse encore une dizaine de secondes.
un ralentissement significatif, on peut y aller. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas jouer trop vite. Déjà, la majorité des joueurs auraient fait une erreur en tout simplement en jouant trop vite et en ne réfléchissant pas. Quand vous êtes en défense, vous devez déjà analyser la couleur d'entame. À l'entame, vous avez pas mal d'informations. Alors là, il se trouve que le partenaire a pris de l'as de pique, donc vous ne savez pas grand-chose, hormis le fait qu'il ait l'as de pique. Maintenant, votre partenaire rejoue le 8. Donc, plutôt que de vous laisser un petit peu prendre de vitesse quand vous voyez la dame apparaître, c'est vrai que sur la dame, la première chose qu'on a envie de faire, c'est mettre le roi sur la dame. Mais il faut essayer de voir un petit peu plus loin et essayer d'analyser ce que ce 8 de pique veut dire. Quand le partenaire, quand vous êtes en face de l'entameur, quand le partenaire prend de l'as et qu'on rejoue dans la couleur d'entame, il faut rejouer en paire impair du résidu. Alors là, je viens de vous donner pas mal d'informations. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas encore le paire impair. Le paire impair du résidu. Alors le paire impair, c'est une façon de dire combien on a de cartes dans sa couleur, surtout la parité. Est-ce qu'on a une parité paire ou une parité impair? Alors comment on fait pour donner cette indication? C'est l'ordre dans lequel on joue nos cartes. Quand on joue nos cartes dans un ordre descendant, ça veut dire qu'on a un nombre pair. On dit souvent pair descend. Quand on joue les cartes dans un ordre ascendant, c'est qu'on a un nombre impair. Dit autrement, quand il vous reste un nombre pair ou quand vous avez un nombre pair, on va plutôt commencer par jouer des grosses cartes. Comme ça, la carte qu'on jouera au tour d'après sera plus petite et du coup, ça sera descendant et on montrera un nombre pair. À l'inverse, quand on a un nombre impair, on va plutôt jouer la plus petite de sorte à ce que la carte suivante soit plus haute. Et le fait de monter montrera un jeu impair. Ça, c'est une petite communication qu'on utilise beaucoup en défense pour essayer de reconstituer les jeux. Donc là, quand le partenaire rejoue en paire impair du résidu, donc il va essayer de dire combien de cartes il lui reste. Quand votre partenaire rejoue le 8 de pique, le 8, c'est en fait, si vous regardez bien les cartes qu'il y a sur la table, il y a le 10 au mort, il y a le 9 dans votre main, le 8 de pique, c'est forcément une grosse carte. Si le partenaire avait eu valet 8, il aurait certainement rejoué le valet. Donc le 8 de pique, c'est une grosse carte, c'est que le partenaire est en train de descendre. Si le partenaire descend, c'est qu'il lui reste un nombre pair de cartes. Alors combien de cartes il peut lui rester? Il peut lui rester du coup 2 cartes. Alors il ne peut pas tellement lui en rester 4, parce que s'il lui reste 4 cartes, en comptant celles qu'il a jouées au départ, ça ferait un peu trop de piques. Donc là, votre partenaire, il lui reste 2 cartes, ce qui veut dire qu'au départ, il en avait 3. Donc s'il lui avait 3 cartes, vous en avez 5 dans la main, il y en a 2 au mort, et votre partenaire a 3 cartes à pique, puisqu'il lui en reste 2. Ça fait 10 cartes à pique. Le déclarant en a donc 3. Attention, si vous réalisez que le déclarant a 3 cartes, la dame de pique est en fait un leurre. Le déclarant n'a pas que la dame, parce qu'en réalité, pour affranchir les piques, la dame est tombée, mais il reste toujours le valet dans la nature. Et là, vous devez réaliser, quand vous comprenez que votre partenaire n'a plus qu'un petit pique dans la main et que le déclarant en a encore un, vous devez réaliser que le déclarant a dame-valet de pique troisième depuis le départ. Alors, si vous comprenez que le déclarant a dame-valet de pique troisième, et il peut pas avoir dame-valet de pique quatrième, je rappelle, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être me dire que le 8 de pique peut être un singleton, le déclarant a dit qu'il n'avait pas de majeur quatrième. Donc, au maximum, le déclarant a 3 cartes, et comme le partenaire n'a l'air d'en avoir que 3, le déclarant en a 3, à cause du pair impair. Donc, du coup, si le déclarant a dame-valet de pique troisième, il faut essayer de réfléchir à ce qui va se passer par la suite quand vous comprenez, grâce au pair impair du partenaire, que le déclarant a dame-valet de pique troisième. Si le déclarant a dame-valet de pique troisième, il va toujours faire une levée. Soit vous lui laissez la dame, soit vous prenez la dame du roi, mais il aura le droit au valet. Dans tous les cas, le déclarant fera une levée de pique. Alors, si le déclarant va faire une levée de pique, est-ce qu'il vaut mieux prendre le pique tout de suite et lui donner plus tard? Est-ce qu'il vaut mieux lui donner le pique tout de suite? Ou est-ce qu'il vaut mieux abandonner l'affranchissement des piques et rejouer carreau? Alors déjà, cette piste sur les carreaux, on va l'oublier parce que c'est assez lointain en fait. Pour battre le contrat, il faudrait faire 5 levées. Et pour l'instant, on n'a que 2 levées de pique. Rejouer carreau, ça permettrait peut-être d'en affranchir une si le partenaire a quelque chose, mais ça ne permettra pas de battre le contrat. C'est assez pessimiste de rejouer carreau. Pour battre le contrat, il faut réussir à faire 4 levées de pique. Et en espérant que le partenaire en ait une autre, évidemment. Mais il faut essayer d'affranchir des levées de pique. Le problème, c'est que si vous prenez du roi de pique, ce qui est très instinctif, quand le déclarant joue la dame, on a très envie de prendre du roi, et que vous rejouez votre troisième pique, vous allez bien faire tomber tous les piques sur la table. Donc le déclarant va prendre du valet, votre partenaire va fournir.
Donc, vous avez bien affranchi 2 levées de longueur, le 4e et le 5e pic. Le souci, c'est que dans votre jeu, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez aucune reprise de main. Donc, vous avez bien affranchi 2 levées de pique, mais vous n'avez aucun moyen de les encaisser. Vous n'avez pas de reprise de main. Donc, Regardez les 4 jeux, peut-être. Ouais, on peut regarder les 4 jeux, ça sera un petit peu plus facile après, avec la reconstitution qu'on vient de donner. Donc là, vous voyez que le partenaire a rejoué le 8 de pique en paire impair. Donc, il lui restait 2 cartes. Donc, il a rejoué la plus grosse carte pour dire qu'il en restait un nombre pair. Il lui reste 2 cartes. Le déclarant a bien d'un valet de pique 3e, comme on l'avait un petit peu analysé. Si vous prenez du roi de pique et que vous rejouez pique, vous affranchissez vos piques, mais vous n'avez plus du tout de reprise de main. Alors que si vous laissez passer le 2e pique, vous êtes bien en train de les affranchir, vous êtes bien en train de donner la levée de pique auquel le déclarant a le droit. Mais ce qui est très important, c'est que vous laissez un pique dans la main de votre partenaire. Quand vous laissez passer le 2e pique, on n'a fait que 2 tours. Donc votre partenaire en a un 3e de pique dans la main. Il n'y a plus qu'à espérer que le partenaire reprenne la main, ce qui est de toute façon nécessaire puisqu'on ne peut pas faire les 5 premières levées, il faut bien espérer que le partenaire ait quelque chose. Et quand le partenaire reprendra la main, il pourra rejouer le 3e pique que vous avez conservé. En fait, c'est beaucoup plus facile de trouver la bonne réponse en regardant les 2 jeux et en se disant comment est-ce qu'on jouerait la couleur si on était déclarant. Quand vous êtes déclarant et que vous avez l'as de pique 3e pour le roi 5e, vous faites ce qu'on appelle un coup à blanc. Vous avez certainement déjà appris cette technique. Le coup à blanc, ça permet d'économiser une remontée quand on a des soucis de remonter avec le mort. En se disant que, quitte à en donner une, il vaut mieux donner la première ou la 2e pour préserver ses remontées. Eh bien là, c'est exactement la même chose, mais c'est en défense. On fait une sorte de coup à blanc en défense pour économiser une communication, pour préserver une remontée avec le partenaire. Sauf qu'en défense, c'est un peu plus compliqué, on ne voit pas le jeu du partenaire. Donc c'était le pair impair du résidu qui permettait de savoir que le partenaire avait 2 cartes. C'est grâce à la signalisation qu'en plan, on peut reconstituer les mains et opérer ce genre de technique. Voilà, mais ça déjà, le premier obstacle, c'est déjà de prendre son temps. Le problème, c'est que quand je donne ce genre de donne l'après-midi, la majorité des gens ont pris du roi de pique sans même réfléchir à ce qui se passait. Alors on prend son temps, on reconstitue la couleur, et une fois qu'on réalise que le déclarant a la dame et le valet, bah finalement, autant lui laisser la dame pour économiser une remontée avec le partenaire, pour préserver les communications. Je crois que tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Généralement, les joueurs se désintéressent un peu du flanc, pensant que quand ils sont en flanc, ils jouent pas au bridge, quoi. Il y a que le déclarant qui joue. En fin de compte, il faut également en flanc faire un plan de jeu. Tout à fait, un plan de défense. Voilà, on voit que la Ouest, finalement, le fait de jouer le roi de pique ou de jouer un petit pique, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, c'est le temps de reconstituer la couleur et de se projeter un petit peu sur la suite. Donc là, on voit que le déclarant, finalement, n'avait pas du tout ses 9 levées. Il est obligé d'essayer d'affranchir les cœurs. Et au moment où il affranchit les cœurs, S prend de l'as et rejoue pique, ce qui nous permet d'encaisser la chute. Alors, tu as dit plusieurs fois qu'il faut prendre son temps. Je comprends mieux pourquoi, quand j'arbitre, tu es souvent en retard. Ah. Oui, oui, il vaut mieux C'est prendre son temps. Michel qui m'avait demandé d'essayer de le caser, donc. Non, mais c'est un énorme progrès. Énorme progrès. Maintenant, c'est de fuser. Voilà, donc il fallait mettre un petit pic pour préserver les communications. Alors, il y en a qui ont réalisé qu'on ne pouvait pas les affranchir si on prenait du roi et donc on changeait de couleur, ce qui est pas mal, mais malheureusement, vous n'avez pas affranchi les piques. Et prendre du roi de pique pour rejouer pique, ça part d'une bonne intention, mais vous n'avez plus de reprise de main. Eh bien, vous êtes 44% à marquer 20 couronnes. On va passer à la question numéro 3. Alors, Pensez à noter vos points. Voilà, on repasse sur une séquence d'enchères, pour plusieurs d'ailleurs. Vous avez plusieurs séquences d'enchères et je vais vous demander de vous intéresser au jeu de Sud. Alors, dans chaque séquence, Sud a parlé un moment des sans-atouts. Et je vous demande dans combien de ces séquences le fait de parler à sans-atouts montre vraiment un jeu régulier. Ce n'est pas forcément parce que Sud parle à sans-atouts qu'il a un jeu régulier. De temps en temps, il est un petit peu obligé. Dans laquelle de ces séquences, Sud a un jeu régulier? Dans lesquelles et du coup dans combien de séquences? Essayez de regarder séquence par séquence. Est-ce que Sud montre un jeu régulier ou non?
Allez, encore quelques secondes. Une réponse qui se détache nettement. Non, c'est juste savoir. À toi, Julien. C'est bon, on y va? Ouais, ouais. Alors, on va déjà commencer par la A et la B qui sont certainement les plus simples. L'ouvreur, quand il fait sa redemande, c'est-à-dire quand il fait sa deuxième enchère, il doit décrire la structure de son jeu. Est-ce qu'il a un jeu unicolore, une couleur très longue, dans quel cas il va la répéter? On dirait par exemple un cœur, un pique, deux cœurs, un carreau, un cœur, deux carreaux. Quand on a un unicolore, on répète sa couleur. L'ouvreur peut également avoir un jeu bicolore. Quand l'ouvreur a deux couleurs, un 5-4, il va essayer, quand c'est possible, de nommer sa deuxième couleur. Un cœur, un pique, deux trèfles. Et ça ne montre pas forcément un jeu plus fort. Un carreau, un cœur, deux trèfles. Un cœur, un pique, deux carreaux. Et enfin, l'ouvreur, quand il a un jeu régulier, il va plutôt nommer les sans atouts. Donc là, dans la A et la B, quand l'ouvreur fait une redemande à sans atout, c'est que l'ouvreur a un jeu régulier. Il le garantit. Si l'ouvreur n'avait pas un jeu régulier, c'est soit qu'il avait un jeu unicolore, soit qu'il avait un jeu bicolore, il ferait autre chose. Il répéterait sa couleur ou il nommerait la deuxième couleur s'il pouvait. Donc dans le cas A et dans le cas B, Sud a montré un jeu régulier. Sur le cas C, c'est un petit peu différent. Là, on ne parle plus de l'ouvreur, on parle du répondant. Et pour le répondant, c'est un petit peu différent. Le répondant, il fait un peu ce qu'il peut. Sur le cas C, le Sud, s'il n'a pas beaucoup de jeux, mais qu'il a quand même 5-6 points pour répondre, mais qu'il a par exemple entre 6 points et 10 points, il n'a pas forcément l'occasion de répondre au palier de 2. Pour dire un cœur 2 trèfles ou pour dire un cœur 2 carreaux, il faudrait au moins 11 points. C'est ce qu'on appelle le 2 sur 1. Pour changer de couleur au palier de 2, il faut au moins 11 points parce que si on ne trouve pas de fit, on va jouer au moins 200 atouts. Et pour se le permettre, il faut au moins 11 points en face des 12 points annoncés du partenaire. Donc par défaut, quand le répondant à l'ouverture a 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, mais il n'a pas les 11 points requis pour passer au palier de 2, on va devoir se contenter d'une réponse d'un sans-atout, qu'on peut appeler de temps en temps le sans-atout poubelle, qui peut réunir des mains vraiment très bizarres. On peut avoir des jeux réguliers, mais on peut avoir des jeux très irréguliers. On peut même répondre un cœur, un sans-atout avec une chicane de temps en temps, quand on ne peut pas faire autrement. Voilà, par défaut, parce que changer de couleur au palier de 2, ça nécessite plus de jeux. Donc la main C, attention, Sud n'a pas du tout montré un jeu régulier. Il a dit qu'il n'était pas fit cœur, mais il peut avoir des jeux assez bizarres. Il peut avoir 7 cartes à trèfle s'il n'a que 6 points, par exemple. Alors la main D, c'était certainement la plus dure, c'est le plus gros piège. Parce que sur la main D, on repasse sur l'ouvreur. Alors si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, quand l'ouvreur redemande à sans atout, je vous ai dit que ça montrait un jeu régulier. Donc on aurait tendance à croire que la main D, c'est exactement comme la B finalement. Il fait une redemande à 200 atouts. On a l'impression qu'on montre encore une fois un jeu de 18-19 régulier. Sauf que si on regarde bien la séquence est très différente. Sur la main B, pour l'instant, personne ne s'est zoné. Le répondant a dit un cœur. C'est donc l'ouvreur qui se zone en premier. Et quand il se zone, il décrit sa distribution en même temps. Là, sur la main D, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est que le répondant s'est zoné dès le premier tour. Quand il a dit un carreau, un sans atout, le répondant a dit qu'il avait entre 6 et 10 points. Il s'est déjà zoné. Donc l'ouvreur n'a plus besoin de se zoner. Ici, l'enchère de 200 atouts ne montre plus un jeu de 18-19, attention. D'ailleurs, la redemande à 200 atouts, ça montre 18-19 quand il y a un saut. D'ailleurs, vous regardez sur la B, un carreau, un cœur, 200 atouts, il y a un saut. Là, un carreau, un sans atout, 200 atouts, il n'y a pas de saut, déjà. Et surtout, Nord s'est déjà zoné. Donc Sud est le capitaine de la séquence, il doit faire l'addition entre son nombre de points et le nombre de points de Nord. Et là, si vous voyez si on pousse un peu la réflexion, si Sud avait vraiment 18-19 points,
qui est peut-être ce que vous avez pensé. C'est le plus gros piège. Si Sud avait 18-19 points en face des 6-7 points annoncés, là entre 6 et 10, en fait, Sud sauterait directement à 300 atouts. Puisqu'il est le capitaine, le partenaire saisonné, c'est le moment de faire l'addition. Donc cette enchère de 200 atouts, en réalité, elle ne monte pas 18-19 points. Avec 18-19 points, on dirait tout de suite 300 atouts, le partenaire s'étant déjà zoné. Combien de points il faudrait, du coup, pour employer cette enchère de 200 atouts? Cette enchère de 200 atouts, quand le partenaire s'est zoné, ça permet de proposer la manche. C'est pour demander à Nord s'il est plutôt minimum de son 6-10 ou plutôt maximum. C'est donc que Sud envisage d'avoir 25 points d'honneur, espère jouer la manche, mais il a besoin pour cela que Nord ait 9 ou 10 points. Ce qui voudrait donc dire que Sud a quelque chose comme 15, 16, 17 points, quelque chose comme ça. Il a suffisamment de points pour espérer la manche en face de 9-10 points, mais pas assez pour sauter à 300 atouts. Donc là, typiquement, Sud a une main de 15-16 points. Vous allez me dire, mais si Sud a 15-16 points, pourquoi n'a-t-il pas ouvert d'un sans atout? Avec 15-16 points, normalement, on ouvre d'un sans atout. Eh bien, c'est justement qu'il avait un jeu irrégulier. Donc, en fait, cette séquence est très spéciale. Sud a montré un jeu de 15-17 points. C'est une proposition de manche. Mais s'il n'a pas ouvert d'un sans atout, c'est qu'il avait un jeu irrégulier. Typiquement, avec une courte à trèfle. Voilà, là, Sud, il a plutôt un jeu irrégulier qu'une courte à trèfle. Courte à trèfle qui ne l'effraie plus tellement, puisque quand Nord dit un carreau, un sans atout, c'est qu'il n'a pas de majeur quatrième, sinon il aurait dit un carreau, un cœur ou un carreau, un pique. Et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de carreaux non plus, puisqu'il n'a pas fité les carreaux. Donc quand Nord dit un carreau, un sans atout, implicitement, c'est qu'il a pas mal de trèfles. Voilà, donc cette enchère c'était un gros piège, hein. Elle est assez difficile celle-là. La main D, Sud a montré un jeu irrégulier de 15-16 points et très souvent avec une courte à trèfle. Donc la A et la B, Sud a montré un jeu régulier. La C et la D, Sud a un jeu, au moins sur la D, il a un jeu régulier. Sur la C, il peut être irrégulier. Donc la bonne réponse était 2. Il n'y a que 2 séquences où Sud a montré explicitement un jeu régulier. Et vous marquez 30 couronnes que si les deux, c'était le A et le B. Hein. Si vous avez répondu 2 avec C et D, ça ne marche pas. Mais ça, est-ce qu'on leur demande? Non, on a le droit de marquer. Fais confiance. Fais confiance. On marque quand même. La chance est permise. Exactement. Ça fait partie Voilà. du bridge. Le Bon, gros piège, d'accord. c'était la vie. Je note, je note. En fin de compte, à A et B, Nord a fait une enchère précise, donc descriptive de la main, alors que sur un sans atout, dans la D, comme on a zoné la main, il fait une enchère de proposition ou une enchère de conclusion. Quoi. Ça, Alors, il chez y a une question avec 8 points réguliers. Ne faut-il pas Faut-il dire pas dire 300 atouts en or? sur quelle séquence? On va supposer que c'est sur le D? Ah, sur la 3, sur la 3. Non, sur Oui. la Alors, sur la séquence D, D. c'est une bonne question. Quand le partenaire demande si on est minimum ou maximum et qu'on a 8 points, on est exactement entre les deux. Voilà, on n'est ni mini ni maxi, on est entre les deux. Alors, il y a peut-être d'autres critères qui sont à prendre en compte. C'est peut-être, est-ce que vous avez 8 points et une couleur cinquième? Est-ce que vous avez 8 points et des 10? Parce que les 10, en général, on se compte 0, mais c'est quand même intéressant d'avoir des 10. Donc, il faut essayer d'évaluer si vos 8 points sont plutôt intéressants, de bonne facture, dans quel cas on dira plutôt oui, plutôt maximum, ou plutôt négatif. C'est à peu près la même chose quand vous ouvrez d'un sans atout avec 15-17 et que votre partenaire dit 200 atouts propositionnels. Quand on a 16, on est un petit peu entre les deux et on ne sait pas trop si on est maxi ou minimum. C'est le genre de critère qui peut vous permettre de trancher. C'est un peu la même chose. On passe à la 4. Allez, pour 10 couronnes. Allez, une petite question d'entame, ça va être un peu plus rapide. Alors, séquence assez rapide, un sans atout, 300 atouts, et vous êtes à l'entame en ouest. Qu'auriez-vous entamé? Est-ce que vous avez entamé quatrième meilleur à pique? Est-ce que vous entamez une tête de séquence, le valet de cœur, ou une autre tête de séquence, la dame de carreau? Alors, je considère que vous n'auriez jamais entamé trèfle. Qu'auriez-vous entamé dans ces 3 entames?
Bon, je pense que ça va être bon là pour une entame comme celle-ci, ça va être assez Oui, rapide. oui, oui. Bon, alors il y a une bonne majorité pour la 1, c'était une bonne réponse. Il y a 2 choses. Avant de choisir la carte, il faut choisir la couleur et c'est ça le plus important. Vous avez certainement entendu assez régulièrement que la priorité était d'entamer une tête de séquence. Il y a peut-être un abus de langage là-dedans. C'est d'abord, on choisit la couleur et une fois qu'on a choisi la couleur, on regarde si on a une tête de séquence. Parce qu'effectivement, on va préférer entamer une tête de séquence que la 4e meilleure. Mais ça commence par le choix de la couleur. Et le choix de la couleur a son atout, c'est assez simple. On essaye d'entamer dans la couleur la plus longue. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'affranchir des levées de longueur pour essayer de combattre un petit peu les points que les adversaires ont, puisqu'ils ont moins 25 points. On va essayer de combattre ça avec de la longueur pour essayer d'affranchir des levées de longueur. Et à ce petit jeu, c'est assez simple. Quand on a une couleur 5e, en général, on arrête de réfléchir, on entame dans la couleur 5e. La seule chose qui pourrait nous dissuader d'entamer pique, c'est que les adversaires aient nommé les piques. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas ici. Donc il faut absolument favoriser l'entame pique dans votre couleur longue. Une fois qu'on a choisi d'entamer pique, c'est maintenant qu'on va regarder la carte d'entame. Si on avait une séquence à pique, on entamerait la tête de séquence, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'on a une couleur assez percée. On va donc entamer la 4e meilleure, puisqu'on a un honneur, on va entamer le 4. Voilà, donc la bonne réponse était le 4 de pique, on favorise l'entame dans la longue. Donc, si j'ai bien compris, à cœur, tu as mis valet 19 et à carreau dame valet 10, c'était pour nous piéger, ça. C'est ça. Pour tenter, Pour nous évidemment. attirer. C'est ça, pour vous Agiter appâter. un chiffon rouge pour qu'on ne s'est pas Pour vous laissé appâter. avoir. Allez, 10 couronnes bien gagnées. Ouais. Voyons les 20 prochaines. Alors, on revient sur une donne de défense. C'est un peu dans le même style que celle qu'on a travaillée tout à l'heure, ça va un petit peu vous aider. Alors, toujours 300 atouts, une séquence d'enchères similaire à tout à l'heure. Vous avez encore une fois entamé dans votre couleur longue, d'ailleurs c'est ce qu'on vient de dire, on a une couleur 5e, on ne réfléchit pas trop, on entame dans sa couleur 5e et on verra ce qui se passe. Donc vous entamez le 3 de pique. Votre partenaire prend du roi, qui est plutôt une bonne nouvelle, Sud fournit le 9. Votre partenaire rejoue maintenant le 7 de pique, sur lequel vous voyez encore une fois apparaître la dame, un petit peu comme tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez passer? Est-ce que vous prenez de l'as pour rejouer le valet? Est-ce que vous prenez de l'as pour rejouer un petit? Ou est-ce que vous prenez de l'as pour changer de couleur et rejouer la dame de carreau? À vous de jouer. Attention, comme tout à l'heure, on essaye d'analyser la couleur. Qu'est-ce que votre partenaire a essayé de vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de reconstituer les cartes. Essayez de reconstituer les mains. Prenez bien le temps de reconstituer les piques. Il faut laisser un peu plus de temps, là. Ouais, on peut laisser du temps, hein. Celle-là, elle n'est pas évidente. Bon, je suis peut-être en train de vous aider en vous disant que c'est pas évident.
Julien, les Oui. explications sont tellement claires qu'aucune question à l'horizon. Oui. Bah, écoute, si mes explications sont tellement claires, on va voir s'il y a beaucoup de bonnes réponses, puisque c'est un sujet qu'on a vu il y a un quart d'heure. Non, non, ne mets pas la pression, tu es trop méchant là. Tu leur mets la pression. Parce que c'est Ah, le 7 de tellement pique. difficile, c'est des reconstitutions. Oui, c'est difficile. C'est assez abstrait. Alors, on va peut-être, je crois que tout le monde a eu le temps plus ou moins de répondre. On y va? Alors déjà, première chose, réflexe qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est de se dire: «Ah, la dame de pique est tombée, c'est génial. Je prends de l'as, mon valet est maître, j'encaisse le valet et on verra bien ce qui se passe plus tard». Voilà, c'est le mauvais réflexe à avoir à la table. On va peut-être prendre de l'as, on va peut-être rejouer le valet, mais on va essayer de reconstituer la couleur. Le partenaire a pris du roi et a rejoué le 7. Alors on a dit tout à l'heure que quand le partenaire rejouait dans la couleur d'entame, il rejouait en paire impair du résidu, en paire impair de ce qui lui est resté. Donc on va essayer de voir ce que veut dire le partenaire quand il rejoue le 7. Alors le 7, à première vue, on a l'impression que c'est une grosse carte. Et si c'est une grosse carte, c'est qu'il est en train de descendre, c'est qu'il lui reste un nombre pair. Mais attention à ne pas faire de conclusions hâtives, comme souvent quand on s'envoie des messages en défense. Il faut essayer de bien décoder, de bien lire les cartes. Est-ce que le 7 est vraiment une grosse carte? Regardez ce que vous voyez dans votre jeu et au mort. Si on regarde ce qu'il y a dans votre jeu, vous avez le 2, le 3, le 4 est au mort, le 5 dans votre main, le 6 au mort. Donc finalement, le 7 de pique n'est pas une grosse carte, en tout cas pas dans le jeu du partenaire, puisque toutes les cartes inférieures au 7 sont dans votre main et au mort. Ce qui veut dire que le 7 est forcément la plus petite carte du partenaire. Il ne peut pas avoir plus petit, vous voyez tout le reste. Donc si le 7 est la plus petite carte du partenaire, c'est qu'il est en train de monter. Il est en train de montrer une parité impair. Je vous rappelle le pair impair pour ceux qui découvrent avec nous. Pair descend, impair monte. Donc là, comme le partenaire vient de jouer son plus petit pic, c'est qu'il est en train de monter, c'est qu'il a un nombre impair de piques. Alors attention, il a un nombre impair de piques dans ce qui lui reste. Il ne faut pas oublier de rajouter la carte qu'il a déjà jouée au départ. Donc combien de piques il peut lui rester? Une parité impaire, c'est 1 ou 3 ou 5. Bon, 5, c'est pas possible, ça fait trop de piques. Donc là, le partenaire, il lui reste un pic ou 3 piques. On ne sait pas trop. Est-ce que le partenaire peut n'avoir qu'un seul pic? S'il n'a qu'un pic maintenant, avec le roi de pique qu'il a joué, c'est qu'il en avait 2 au départ. Ça a l'air possible, dit comme ça. Si le partenaire n'a que 2 piques depuis le départ, c'est qu'on avait 5 piques dans la main, 2 au mort, 2 chez le partenaire, ça fait 9. C'est que le déclarant a 4 cartes à pique. Or, avec la séquence d'enchères, vous savez que le déclarant n'a pas de 4 cartes à pique, puisqu'il a daigné avoir une majeure quatrième sur le Stéman. Donc finalement, cette hypothèse, il faut l'oublier, elle est absurde, puisque si le partenaire n'avait plus qu'un seul pic, c'est que le déclarant en avait 4 depuis le départ, ce qui ne marche pas. Donc, la parité impaire du partenaire, ça ne peut être que 3 cartes. Alors, on rembobine. Si le partenaire a maintenant 3 cartes à pique, il avait joué le roi au départ, ça lui en fait 4. Si le partenaire a 4 cartes à pique, 5 dans notre main, 4 chez le partenaire, 2 au mort, c'est que le déclarant en avait 2. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le déclarant n'a plus de pique. Mais attention à ne pas aller trop vite. Le déclarant n'a plus de pique, donc tous nos piques sont maîtres. Si le déclarant n'a plus de pique et qu'il n'y en a plus au mort, c'est finalement le moment de faire tous les piques. Mais attention à ne pas aller trop vite. Regardez maintenant la hauteur de vos piques. Vous n'avez que le 5, le 3 et le 2, soit que des petites cartes à pique. Si vous rejouez le valet de pique, vous risquez d'être bloqué en main. Alors on pourrait peut-être afficher les jeux, que ce soit plus facile de suivre ce que je suis en train de dire. Donc regardez le jeu du partenaire. Le partenaire a pris du roi, et c'est bien ce qu'on disait, il lui restait 3 cartes, le 10, le 8 et le 7, et comme il lui restait une parité impaire, il est reparti de la plus petite. Alors effectivement, le 7 est une carte assez grosse, mais c'est sa plus petite.
Donc, il est reparti de la plus petite carte pour montrer une parité impaire. Et donc, c'est comme on le disait, le déclarant n'avait que 2 cartes à pique. Donc, on a l'impression que c'est très facile. On a 5 levées de pique à faire. Encore faut-il ne pas se bloquer. Et là, si vous faites l'erreur de rejouer le valet de pique, tout le monde va fournir, votre partenaire va fournir, le déclarant va défausser. Vous allez rejouer un 4e tour de pique, sauf que le 4e pique que vous allez garder en main, le 5, est inférieur au pique du partenaire. Le partenaire, malheureusement, le 7 était sa plus petite carte, il lui restait le 10 et le 8. Et si vous jouez de la sorte, c'est le partenaire qui va faire le 4e pli à pique. Et si c'est le partenaire qui fait le 4e pli à pique, c'est lui qui rejoue. Et il n'a plus de pique à jouer. Et malheureusement, vous allez rester bredouille avec votre 5e pique que vous n'allez jamais pouvoir encaisser. Donc attention, ici, il y avait un problème de blocage qui est assez difficile à anticiper si vous ne prenez pas votre temps. Quand vous réalisez que votre partenaire a 4 piques et que le déclarant n'en a plus, est-ce que c'est vraiment urgent de jouer le valet de pique au 3e tour? De toute façon, que vous jouiez le valet ou un petit, il n'y a plus que vous et votre partenaire qui ayez du pique. Donc autant rejouer un petit et conserver le valet de pique pour le moment décisif. Le moment décisif, c'est le 4e et dernier tour de pique. Donc il fallait prendre de l'as. Évidemment, ce n'était pas le moment de laisser passer. Ici, tous les piques sont maîtres. Ça serait dommage de laisser la dame au déclarant. On prend de l'as et on rejoue un petit pique pour conserver le valet. Alors, je vois dans les questions une question importante. Roi Q7, on descend. Attention, la parité, on ne l'indique qu'au moment où on rejoue. Pourquoi? Parce que la première carte, le partenaire n'a pas tellement le choix. Sur la première carte, quand il est en 3e, il est obligé de monter. C'est la priorité. On doit monter pour affranchir la couleur du partenaire. On joue la plus forte en 3e. Donc finalement, le partenaire n'a pas tellement le choix de jouer le roi au premier tour, qu'il ait 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes, 5 cartes. Le roi est une carte automatique. Donc on ne parle pas encore de pair impair à ce stade-là. Ce n'est qu'au moment où on rejoue dans la couleur d'entame que les cartes ont moins d'intérêt, en tout cas la hauteur de la carte a moins d'intérêt, c'est le moment où on en profite pour parler du pair impair. C'est bien le pair impair du résidu, de ce qui nous reste au moment où on rejoue. On peut ajouter peut-être que... Pardon, vas-y Michel. Parce qu'en fait, on n'a pas pu donner le pair impair au premier tour, puisqu'on a mis une carte obligatoire, et donc il faut dire combien il nous en reste pour que le partenaire arrive à reconstituer la couleur. Et le petit tuyau qu'il faut donner dans ces coups-là, parce que ça arrive aussi quand on joue en face du mort, c'est chaque fois que vous avez une couleur qui est répartie 5-4, mettez tous, travaillez bien pour absolument terminer dans la main qui en a 5. Si vous terminez dans la main qui en a 4, vous allez avoir un sentiment d'inachevé assez énervant. Désagréable. À propos du 7, très souvent, moi quand j'étais jeune bridger, on m'avait expliqué qu'une carte forte, le 7 c'est généralement une grosse petite carte. En fin de compte, on peut considérer qu'une petite carte, elle est grosse ou petite qu'en comparaison des cartes qui sont tombées, des cartes qui sont mortes et des cartes qu'on possède. C'est comme ça qu'on va le deviner. On ne peut pas dire un 7 c'est une carte forte. C'est ça. On peut avoir le 5, ça peut être la plus forte du jeu, et le 8, ça peut être la plus petite. Donc, regardez bien les cartes qui tombent, regardez bien les cartes que vous avez dans votre jeu, regardez les cartes du mort, et ainsi vous devinerez si c'est une petite carte ou une grosse carte. C'est ça. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande de temps en temps une analyse un peu plus approfondie. Donc, bravo à ceux qui ont pris de l'as et qui ont rejoué astucieusement un petit pic. Et ça, à la table, ça ne peut se trouver que si vous prenez votre temps. Voilà, si vous jouez trop vite, c'est impossible de deviner qu'il faut rejouer un petit pic. Ceux-là ont fait comme Sébastien Lecornu, ils sont débloqués la situation. On passe à la 6 ? Allez. Pour l'instant, en tout cas. Du jeu de la carte. Problème de déclarant. Un problème de déclarant. Vous jouez 600 atouts sur l'entame du valet de pique. Quelle est votre stratégie au contrat de 600 atouts? Alors, sur l'entame du valet de pique, déjà, première question, est-ce que vous prenez de l'as du mort ou est-ce que vous prenez du roi de votre main? Une fois que vous avez choisi de quel côté vous prenez, comment vous jouez les trèfles? Est-ce que vous allez plutôt jouer trèfle vers votre valet ou est-ce que vous allez partir du valet de trèfle? À vous de jouer. Comment allez-vous manipuler les trèfles et de quelle carte prenez-vous? Est-ce que vous prenez de l'as de pique ou du roi de pique?
contre, votre salut passe par les trèfles. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu rapide. Effectivement, les cœurs et les carreaux sont un peu maîtres. On va avoir besoin de créer des plis à trèfle. Comment vous les maniez? Grande couronne quand même, faites attention. Bon, il y a pas mal de réponses assez différentes finalement. Alors, on va faire notre plan de jeu ensemble. Alors déjà, sans atout, on va compter nos gagnantes. Combien vous aviez de gagnantes au départ? Vous avez 2 gagnantes à pique, là c'est le roi, 4 gagnantes à cœur, ça fait 6, 3 gagnantes à carreau, ça fait 9, et 2 gagnantes à trèfle, ça fait 11. Bon, voilà, on voit assez rapidement qu'il faut créer au moins une levée, et le gros potentiel, c'est à trèfle. Alors à trèfle, on a 2 potentiels. On a ce fameux valet de trèfle. Alors on va voir comment on peut essayer de l'exploiter au mieux. Et on a aussi la longueur à trèfle. Alors c'est vrai que si les trèfles sont répartis 3-3, on arrivera à bout de force à forcément à franchir quelque chose en faisant 3 tours de trèfle. Mais plutôt que de se contenter ou d'espérer un partage 3-3, on pourrait essayer d'exploiter ce valet de trèfle. Alors, comment manipuler les trèfles pour essayer de le faire se valet? Et ça, il faut faire très attention. Il y a des grosses incompréhensions à ce sujet-là, sur le thème des impasses. C'est est-ce qu'il faut jouer vers l'honneur ou est-ce qu'il faut partir de cet honneur? Alors là, vous êtes très clair. Si vous partez du valet de trèfle, vous êtes en train de le sacrifier. Partir du valet de trèfle, c'est accepter de ne pas le faire, tout simplement. Vous êtes en train de le jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que quand vous partez du valet, que la dame de trèfle soit à gauche comme à droite, il suffit que l'adversaire couvre le valet de la dame et vous avez perdu toute chance de faire votre valet de trèfle, qui est pourtant votre meilleur moyen de faire une 12e levée. Une fois que vous avez joué le valet, l'adversaire de gauche et l'adversaire de droite peuvent tous les deux jouer la dame. Même l'adversaire de gauche jouerait la dame, puisqu'on dit souvent, il y a peut-être une phrase que vous avez déjà entendue, honneur sur honneur, pas de déshonneur. Si vous présentez le valet, alors c'est vrai que l'adversaire a l'impression qu'il ne fera pas sa dame en la jouant, mais il va vous empêcher de faire le valet en jouant la dame. Donc attention, partir du valet, c'est sacrifier son valet. Pour pas grand-chose finalement. Parce que si vous faites tomber la dame avec votre valet, vous ne récupérez pas grand-chose derrière puisque vous n'avez pas le 10, pas le 9. Partir du valet pourrait commencer à être intéressant quand vous avez le 10. Pourquoi pas? Mais sans le 10, ça ne sert à rien de partir du valet. En fait, on part d'un honneur quand on a des séquences.
quand on a les cartes suivantes. Parce que si on a les cartes suivantes, le fait de faire tomber l'honneur supérieur, le fait de capturer l'honneur supérieur nous libère les cartes suivantes. Mais ici, finalement, vous avez le valet et rien d'autre que le valet. Vous avez plutôt un honneur à sauver. Quand vous avez le valet et rien d'autre, il faut essayer de sauver l'honneur. Et pour sauver un honneur, on joue petit vers l'honneur à sauver. Ça, c'est très important. Donc, le meilleur moyen de faire votre valet, c'est de jouer vers votre valet. Donc, il faudrait réussir à être mort et jouer un petit trèfle le plus rapidement possible, parce que si vous vous embêtez à jouer l'as ou le roi de trèfle, vous allez assécher votre valet, qui ne sert plus à grand-chose. Donc, on va jouer assez rapidement un petit trèfle du mort vers le valet, en espérant que la dame soit placée à droite. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je joue petit vers le valet, je lui donne la dame. Mais c'est pas très grave, on joue 6 sans atout, on a le droit de perdre une levée, tout simplement, on fera le valet plus tard. Donc, vous jouez petit vers le valet en espérant la dame à droite. Si l'adversaire joue la dame, on lui donne, mais on fait le valet plus tard, on a 12 levées. S'il met un petit, on va tenter notre chance et mettre le valet en espérant que la dame soit bien placée à droite. Si la dame est placée à gauche, malheureusement, vous n'arrivez pas à sauver votre valet, l'impasse rate. On pourra toujours espérer un partage 3-3 des trèfles. Donc, la bonne réponse était... Ah, non, je n'ai pas encore donné... Non, il arrive la deuxième voilà, ce qui élimine déjà la première et la deuxième. Voilà, partir du valet, c'est le sacrifier le valet, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, il faut jouer vers le valet de trèfle. Alors maintenant, est-ce qu'on prend de l'as de pique ou est-ce qu'on prend du roi de pique pour remonter à cœur? Alors, on pourrait croire que c'est la même chose, que ça ne change pas grand-chose de remonter au roi de cœur ou à l'as de pique. En fait, ça change beaucoup de choses. Si vous remontez au roi de cœur et que vous jouez trèfle, l'adversaire pourrait prendre de la dame. Et qu'est-ce qu'il va rejouer l'adversaire s'il prend de la dame de trèfle? Il va plutôt rejouer dans la couleur d'entame. Donc, il va rejouer pique. Et le problème, c'est que si l'adversaire rejoue pique, vous allez consommer votre deuxième et dernière remontée au mort fatalement, puisque vous allez être obligé de prendre de l'as de pique. Et vous n'aurez pas le temps de débloquer les trèfles. Parce que là, les trèfles, c'est quand même assez compliqué comme couleur à manier. Si vous jouez trèfle vers le valet, l'adversaire va prendre de la dame. Il faudra avoir le temps de débloquer le valet de trèfle, puis remonter au mort par une autre couleur pour encaisser l'as et le roi. Il y a une sorte de blocage, vous allez avoir un honneur sec. Et le problème, c'est que cet as de pique, finalement, vous n'avez pas le luxe de choisir quand vous allez le jouer. Si l'adversaire rejoue pique, vous êtes obligé de jouer l'as de pique, ce qui ne vous arrange pas du tout. Alors que le roi de cœur est plus ou moins protégé, vous avez l'as, la dame, le valet. Si l'adversaire rejoue cœur, vous pouvez choisir de prendre de votre main ou de prendre du mort. Vous n'allez pas être obligé de consommer la remontée au mort trop rapidement. Donc la bonne réponse était plutôt de prendre de l'as de pique pour rejouer les 4 jeux peut-être, Zach? Oui, on va montrer les 4 jeux, ce sera plus simple. Vous prenez de l'as de pique, vous jouez trèfle vers le valet immédiatement, le but étant de sauver ce valet de trèfle, en espérant la dame à droite. Si la dame est effectivement à droite, il y a 2 cas de figure. Soit l'adversaire joue un petit, vous prenez du valet et c'est terminé, vous avez vos 12 levées. Soit l'adversaire prend de la dame, ce qu'il devrait faire, quand il voit As-3 au mort, il n'y a pas tellement grand-chose à perdre à prendre de la dame. L'adversaire risque de rejouer pique, vous prendrez du roi, vous vous dépêchez de débloquer ce fameux valet de trèfle, puisque la couleur est bloquée, il faut penser à la débloquer, et vous aurez tout le luxe de remonter au roi de cœur plus tard, quand vous le souhaitez. Alors que si vous aviez consommé ce roi de cœur un petit peu inutilement, l'adversaire pourrait rejouer pique, ce qui consommerait votre remontée au mort trop rapidement. Vous n'auriez pas eu le temps de débloquer les trèfles. Donc attention, c'était bien beau de vouloir jouer vers le valet de trèfle, il valait mieux prendre de l'as de pique et conserver ce roi de cœur qui finalement était une remontée à votre bon vouloir. Donc retenez bien ça, quand vous avez un honneur isolé, on joue petit vers l'honneur isolé pour le sauver. On ne part d'un honneur que quand on a une séquence pour économiser des remontées, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On peut remonter autant qu'on veut en sud, on n'a pas du tout besoin de partir du valet. Partir du valet, c'est de sacrifier. Voilà, donc la bonne réponse était la 3. Autre problème de jeu de la carte. Un problème qui ressemble un petit peu à celui qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut partir d'un honneur ou est-ce qu'il faut jouer petit vers l'honneur? On reprend un petit peu la même thématique, toujours cette thématique des impasses. Donc vous avez 2 situations. Une à cœur où vous avez l'as 3e pour dame valet 4e
Et je demande si vous partez d'un honneur du mort, donc est-ce que vous partez de la dame de cœur pour essayer de faire tomber le roi, ou est-ce que vous jouez plutôt le 3 de cœur vers la dame, ou le 3 de cœur vers le valet? Même question pour la B, cette fois-ci c'est avec des trèfles. Est-ce que vous partez du valet de trèfle pour essayer de capturer la dame, ou est-ce que vous allez plutôt jouer le 2 de trèfle vers le valet pour essayer de le sauver? Donc là, typiquement, vous avez les deux types d'impasse, capture ou sauvetage. Est-ce qu'on capture l'honneur de l'adversaire? Est-ce qu'on fait une impasse forçante? Ou est-ce qu'on joue petit vers l'honneur? Dans quelle situation est-ce que vous partez d'un honneur? Je suppose que c'est pour faire un maximum de levées. Oui, Dans le ces but deux est de faire cas-là. le maximum de levées. Alors, j'ai oublié de préciser, vous n'avez aucun problème de communication. Il n'y a aucun souci pour aller en sud, il n'y a aucun souci pour aller en nord, autant de fois que vous le voulez. Je vais vous laisser encore un peu de temps, ça demande un peu de réflexion, ce genre de maniement. Les maniements de couleurs, c'est toujours le moment très attendu des auditeurs. Ah oui, c'est leur question préférée. Là, ça va, c'est assez humain quand même. Surtout avec la brillante exposé que tu viens de faire juste avant. Ah, on va voir ça. Michel est beaucoup plus méchant que toi, il leur met des maniements terribles. Oui. Et ça, c'est des maniements qu'on voit souvent. On voit souvent des erreurs dans ces maniements-là. Il faut bien les maîtriser, ils sont très fréquents. Bon, tu penses que tout le monde a eu le temps de répondre, Patrick? Je peux y Oui, aller? je pense que là, on peut y aller. Il y a une réponse qui se détache largement. Oui. Alors, on va les prendre l'un après l'autre. Il faut déjà voir ce qu'on peut espérer de la couleur. Sur la main A, est-ce qu'on peut espérer faire la totalité des levées? Est-ce qu'on peut espérer en faire 4? Ben, malheureusement, vous ne pouvez pas espérer faire 4 levées, il vous manque le 10 de cœur. Si vous partez de la dame, ce qui est peut-être instinctif, quand on a dame valet, on pourrait penser à partir de la dame. Si vous partez de la dame, conformément à ce qu'on vient de dire sur la question précédente, vous sacrifiez la dame. Et le problème de sacrifier la dame pour faire tomber le roi, c'est qu'il ne nous reste derrière plus que l'as et le valet. Donc partir de la dame, c'est s'assurer de ne faire que 2 levées d'honneur, c'est faire l'as et le valet. Si on ne fait que 2 levées d'honneur, pour essayer de faire une 3e levée dans la couleur, il va falloir s'en remettre à un partage 3-3 de la couleur. Puisqu'on n'a rien d'autre que l'as et dame valet, si on fait que 2 levées d'honneur, il faut un partage 3-3. Alors c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que si la couleur est répartie 4-2, vous ne ferez que 2 levées d'honneur et rien d'autre. Or, ici, vous pouviez plutôt sauver vos honneurs. Plutôt que de sacrifier la dame, pourquoi ne pas essayer de faire la dame et le valet? Pourquoi ne pas essayer de faire 2 levées d'honneur supplémentaires à l'as? Si vous jouez petit vers la dame et petit vers le valet, pour sauver la dame et le valet, en espérant le roi de cœur à gauche, on pourrait essayer d'obtenir 2 levées supplémentaires. En fait, on pourrait faire 3 levées d'honneur. L'as, on est sûr de le faire. Et si on arrive à sauver les 2 honneurs, on fait 3 levées sur 4, ce qui est le maximum qu'on puisse faire. Donc ici, partir de la dame de cœur, finalement, c'est être sûr de n'en faire que 2. En tout cas, faire que 2 levées d'honneur. Alors que partir vers dame valet, c'est potentiellement faire 3 levées d'honneur. Si on fait 3 levées d'honneur, il n'y a plus besoin d'un partage 3-3.
C'est-à-dire que même si le roi de cœur est 4e ou 5e ou même 6e, finalement, on s'en fiche royalement, puisque si le roi de cœur est placé en ouest, on va sauver consécutivement la dame et le valet, en jouant petit vers les honneurs à sauver. Donc sur la main A, il ne faut surtout pas partir de la dame, vous n'en avez pas le luxe, en fait, il vous manque le 10 de cœur pour partir de la dame. Il faut jouer petit vers la dame. Alors la main B, elle est un petit peu différente, puisque vous êtes un petit peu plus riche en honneur. Cette fois-ci, vous avez là, c'est le roi, et vous avez en plus le valet et le 10. Donc là, c'est un peu différent. Là où sur la main A, on a tout de suite dit qu'on ne pouvait pas faire 4 levées sur 4 et qu'on pouvait en faire que 3. Sur la main B, on va en faire au moins 3, puisque vous avez là, c'est le roi, et ensuite le valet et le 10. Donc ce qui peut vous arriver de pire, c'est de perdre la dame de trèfle, mais de faire quand même 3 levées sur 4. Ça, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Donc pourquoi ne pas essayer d'en faire 4? Vous avez là, c'est le roi avec valet 10. Ici, on va essayer d'en faire 4. On va essayer de ne pas perdre la dame. Vous voyez que c'est très différent. Tout à l'heure, on allait forcément en perdre une. On va essayer de sauver la dame et le valet. On ne pouvait pas éviter d'en perdre une. Là, on pourrait essayer de faire 4 levées sur 4. On va essayer de ne pas perdre la dame. Et là, on change complètement d'univers. Finalement, on change complètement de maniement. Quand vous ne voulez pas perdre un honneur adverse, on va essayer de le capturer. Pour capturer un honneur, on part du valet, on part d'une grosse carte, une carte forçante. Si l'adversaire couvre, on capture, on croque. Si l'adversaire ne couvre pas, on joue petit. Donc là, ici, on est sûr de faire au moins 3 levées. Il n'est pas du tout question de sauver le valet puisqu'on en fera forcément l'un des deux entre le valet et le 10. On va même être encore plus gourmand. On va partir du valet pour essayer d'en faire 4 sur 4. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire 4 levées sur 4? Il faudrait que la dame de trèfle soit placée déjà pour pouvoir la capturer. Et il faudrait également un partage 3-3. Voilà, si la dame de trèfle est placée 3e, on peut même faire 4 trèfles sur 4. On peut peut-être afficher les jeux que j'avais préparés. Ou qu'exceptionnellement, un joueur qui ne mette pas la dame seconde, ne couvre pas la dame seconde. Ouais, ça peut arriver. On peut récupérer après, ce petit cas figure, oui. C'est vrai. C'est un petit cas en plus qui ne mange pas de pain. Voilà, donc vous avez la main A où on est. C'est impossible de faire 4 levées. Alors dans ce cas-là, autant se concentrer sur le fait de sauver la dame et le valet. Il fallait jouer petit vers les honneurs. Alors que sur la main B, on est sûr d'en faire au moins 3. Essayons d'en faire 4. Et pour cela, il ne faut pas perdre la dame. Alors qu'en jouant petit vers le valet, on est sûr de donner la dame. Là, c'est cadeau. Donc on va plutôt partir du valet pour capturer la dame. Donc la bonne réponse était la main B. Et les plus nombreux. C'était effectivement la réponse la plus choisie. On peut noter que dans le cas A, si vous partez de la dame et que vous imaginez que le roi est soit en est, soit en ouest, vous faites toujours l'asset de valet quoi qu'il arrive, puisque vous ça. avez. Donc, Voilà. en fin de compte, une impasse, c'est rarement un outil une manœuvre de capture, mais c'est une manœuvre d'évite. Donc, Il faut bien se dire que quand on commence avec un honneur, il faut accepter de le perdre. Voilà, on ne fera pas de levée avec cet honneur. Le meilleur moyen de faire une levée avec un honneur, c'est de jouer vers l'honneur. et la question 8. On passe à la 8. On repasse sur une petite question d'enchère. Alors, votre partenaire a ouvert d'un cœur. Vous avez pour l'instant répondu un pic. Je rappelle que la réponse d'un pic à l'ouverture, ça montre au moins 4 cartes à pic et au moins 5-6 points. Bon, pour l'instant, c'est encore assez ambigu. Sur un pic, votre partenaire dit 2 trèfles. Qu'est-ce que vous auriez dit sur cette redemande de l'ouvreur? Donc, essayez de bien saisir ce que signifie 2 trèfles. Qu'est-ce que vous auriez répondu sur 2 trèfles? Est-ce que vous auriez passé? Est-ce que vous seriez revenu à 2 cœurs? Est-ce que vous auriez répété vos pics? Ou est-ce que vous auriez dit 200 atouts?
Terminé? Oui, on va peut-être aller plus vite pour une question d'enchère. Alors déjà, on va essayer de réfléchir sur cette enchère de 2 trèfles. Nord a nommé 2 couleurs à 2 paliers différents. On parle de bicolore. Dès qu'on nomme 2 couleurs à 2 paliers différents, on a un bicolore. Donc là, Nord, quand il fait un bicolore, il a annoncé 5 cartes dans la première couleur et 4 dans la deuxième. Donc là, Nord a au moins 5 cœurs et au moins 4 trèfles. Et ce bicolore, il en existe 3 types. Il y a le bicolore économique, le bicolore cher et le bicolore assaut. Alors, comment on arrive à savoir si c'est un bicolore économique ou un bicolore cher? Il faut regarder l'ordre des couleurs. Quand la deuxième couleur nommée est plus économique que la première, c'est un bicolore économique. Pourquoi? Parce qu'on peut rester à 2 trèfles, on peut revenir à 2 cœurs sans changer de palier, ou même dire 2 piques. Alors que le bicolore cher, quand la deuxième couleur est plus chère que la première, on est obligé d'aller au palier de 3, ce qui est beaucoup plus embêtant, d'où le qualificatif cher. Donc ici, le partenaire a fait un bicolore économique, puisque les trèfles sont moins chers que les cœurs, ou sont plus économiques que les cœurs. Et le bicolore économique de l'ouvreur, c'est pas beaucoup plus de jeu que l'ouverture. Là, l'ouvreur peut tout à fait avoir 12 points. Ça ne montre pas plus de jeu que sa première enchère. C'est de 12 points à 17-18 points. Le bicolore économique peut monter assez haut, mais en tout cas, il commence à 12. Comment est-ce qu'on réagit sur un bicolore économique? Déjà, ça dépend de vos points. Votre partenaire qui peut n'avoir que 12 points, quand vous avez un jeu faible comme c'est le cas ici, comme vous avez 7 points, quand vous avez moins de 10 points, on va plutôt faire des enchères de faiblesse. Voilà, on a moins de 10 points en face de quelqu'un qui pourrait n'avoir que 12-13 points. On ne va pas trop s'emballer. On va essayer de s'arrêter à un contrat raisonnable, dans un fit raisonnable. Alors, qu'est-ce que vous avez comme option? Je vais plutôt aller par élimination. Je vais commencer par 2 piques. Alors, c'est peut-être instinctif de regarder les piques. Effectivement, on en a, pour l'instant, on en a annoncé 4 avec l'enchère d'un pique. Ça pourrait être assez naturel de dire j'en ai montré que 4, je voudrais les répéter pour dire que j'en ai un 5e. Peut-être qu'on est fité pique. Le souci, c'est que votre partenaire, en ayant annoncé un bicolore, vous a dit qu'il avait 9 cartes dans ces 2 couleurs. Il a 9 cartes au minimum entre les cœurs et les trèfles. Ce qui lui en laisse très peu en réalité à côté. Quand il a déjà 9 cartes à cœur et à trèfle, il ne lui reste que 4 cartes entre les carreaux et les trèfles, entre les carreaux et les piques. Et très souvent, votre partenaire va être court dans votre couleur. C'est un peu les statistiques. S'il n'a que 4 cartes à répartir entre les piques et les carreaux, il aura en moyenne entre 1 et 2 piques. Et vous risquez de jouer un contrat finalement assez désagréable en 5 et 1. Je peux vous donner un petit moyen mnémotechnique. Pour déjuger un bicolore, il faut soi-même avoir un unicolore. Votre partenaire, quand il dit qu'il a un bicolore, il vous demande plus ou moins de choisir entre ces 2 couleurs. Pour ne pas choisir dans ces 2 couleurs, mais pour insister sur la vôtre, il faut vous-même en avoir 6. Il faut en avoir un unicolore. Parce que quand vous avez 6 cartes, même si le partenaire est singleton, ce qui va arriver régulièrement, c'est pas trop mal, on est quand même en 6 et 1. On n'est pas fité, mais on a quand même une couleur 6e. Par contre, jouer en 5 et 1, ça va pas du tout. Donc malheureusement, vous ne pouviez pas vous permettre d'insister sur vos piques, il en faudrait un 6e. Le fait de répéter vos piques, c'est 6 cartes. Quand votre partenaire ne vous amène aucune garantie dans la couleur, il pourrait tout à fait être chic and pique, il en faut 6. Donc 2 piques, c'est refusé, il en manque un 6e. L'enchère de 200 atouts, qui pourrait venir d'un raisonnement assez rapide. Le partenaire a les cœurs et les trèfles, moi je tiens les piques, je tiens les carreaux, on tient toutes les couleurs, on n'a pas de fit, on va à 100 atouts. Ça paraît assez naturel comme raisonnement, sauf que là où l'enchère d'un sans atout peut se faire un petit peu par défaut, par dépit, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, l'enchère de 200 atouts, elle, c'est un palier inutile, elle permet de proposer la manche. L'enchère de 200 atouts, elle ne se fait jamais vraiment par hasard ou parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est toujours parce qu'on envisage de jouer la manche. 200 atouts, ça propose d'en jouer 3. Or là, vous êtes loin du compte. Quand vous avez 7 points en face d'un partenaire qui peut n'en avoir que 12-13, on est très très loin des 25 points d'honneur. Dit autrement, 200 atouts, il faut quand même 22-23 points pour jouer 200 atouts. Vous êtes assez loin du compte. C'est bien beau d'avoir un arrêt dans toutes les couleurs. Vous n'arrêtez les couleurs qu'une seule fois. Ça ne fait pas du tout de quoi faire 8 levées. Donc attention, pour dire 200 atouts, peu importe les circonstances, il faut avoir un espoir de manche. Il faut être pas très loin de la manche. Et là, quand le partenaire n'a promis que 12 points, pour proposer la manche, il en faudrait une bonne dizaine, 10-11 points, quelque chose comme ça.
Donc avec 7 points d'honneur, vous ne pouvez pas vous permettre de faire cette enchère de 200 atouts, qui est propositionnelle de manche. Ce n'est pas une enchère de faiblesse. Il nous reste maintenant l'enchère de passe ou l'enchère de 2 cœurs. En fait, si vous ne pouvez pas insister sur vos piques et que vous n'avez pas de quoi aller plus loin, il reste à choisir entre les 2 couleurs du partenaire. Votre partenaire qui a 2 couleurs, il vous propose de choisir entre les 2. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'il vaut mieux choisir de jouer à cœur ou est-ce qu'il vaut mieux choisir de jouer à trèfle? Alors dans les 2 cas, ce n'est pas très emballant puisque vous n'êtes pas fité. Votre partenaire a 5 cœurs, ce qui vous fait donc 7 cartes à cœur en 5 et 2. Et votre partenaire a au moins 4 trèfles, ce qui fait donc un 4-3, 7 cartes également. Alors vous allez me dire, entre la peste et le choléra, on n'a que des couleurs septièmes. Bien, il vaut mieux jouer en fait dans un 5-2 que dans un 4-3. Alors pourquoi est-ce qu'il vaut mieux jouer dans le 5-2 plutôt que le 4-3? Vous êtes déjà dans une situation assez précaire, où vous n'êtes même pas fité. Autant jouer dans la couleur où vous avez le plus d'atouts, où vous avez la plus longue. Parce que quand vous jouez dans une couleur septième, il y a un adversaire, comme il y a 6 atouts dehors, il y a un adversaire qui risque d'avoir 4 atouts. Et si vous jouez en 4-3 et qu'un adversaire a 4 atouts, bah, vous allez ramer, ça va être compliqué de contrôler l'atout. Il vaut mieux jouer dans la couleur 5e pour au moins être celui qui a le plus d'atouts à la table. Donc s'il faut choisir entre le 4-3 et le 5-2, il vaut mieux choisir de jouer dans le 5-2 à cœur. Donc on revient à 2 cœurs, qui en réalité n'est pas un fit. Si vous aviez vraiment 3 cartes à cœur, vous auriez peut-être dit un cœur 2 cœurs au départ. Donc attention, cette enchère de 2 cœurs n'est pas du tout à voir comme un fit. C'est plutôt une enchère de faiblesse. Je ne veux pas aller beaucoup plus haut. Tu me proposes de choisir entre les cœurs et les trèfles. Je préfère jouer à cœur, tout simplement, un petit peu par dépit. Enchère de préférence. Une enchère de préférence. On peut rajouter quelque chose, c'est que le fait de dire de cœur permettrait à un partenaire qui aurait 17 ou 18 points de continuer, ce qui n'est pas le cas de trèfle. C'est vrai. C'est vrai, C'est tout l'avantage à fait. aussi. Quand vous passez, ça s'arrête là. Quand vous dites de cœur, vous remettez une petite pièce dans la machine. Alors, avant de passer à la question à 50 couronnes, la dernière pour ce soir, il y a une petite question sur la question précédente, sur la 7, sur le maniement de couleurs. Oui. Doit-on, sachant qu'on n'a pas de problème de communication, faut-il commencer par jouer l'As et petit vers Dame Valet? Doit-on? Oui. Oui, s'il n'y a aucun problème de communication, on peut tout à fait commencer par jouer l'As, une sorte de coup de sonde. On pourrait de temps en temps avoir une bonne surprise, c'est de voir la dame tomber, la dame sèche. Le Donc roi. c'est le cas pour la A et c'est le cas pour la B. Dans les 2 cas, si vous n'avez aucun problème de communication, on commence par jouer l'As. Si le roi tombe, c'est génial. Sinon, on fait la manœuvre qu'on avait indiquée. Donc petit vers la dame de cœur pour la A ou partir du valet de trèfle pour la B. Effectivement, ça ne mange pas de pain de commencer par l'As. On passe à la question à 50 couronnes. Allez, la dernière. Grosse question. Il y a pas mal de choses à regarder. Je vous ai mis 4 séquences d'enchères. Et il faut s'intéresser plus particulièrement à l'enchère que va effectuer Nord. Je vous demande dans laquelle de ces séquences Nord a garanti le plus de jeux. Donc il va falloir que dans chaque séquence d'enchères, vous essayiez de comprendre combien de points a montré Nord, combien de points il a garanti, quelle est sa zone. Et vous me faites ce petit travail pour chaque question. Et je vous demande dans quelle séquence Nord a promis le plus de points d'honneur. Au minimum. Ça va nous permettre de réviser pas mal de choses sur cette question. Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous rappelle que la prochaine émission se déroulera le 6 novembre avec Godefroy Tesser. Niveau perfectionnement, je crois, Michel. Ah non, compétition. Alors, compétition. Compétition.
Ambiance studieuse. Comment? Ambiance studieuse. Oui. On va pas demander ce soir à Michel des nouvelles du PSG. Ah, c'est la trêve, là. Que les blessés sont rétablis. Est-ce que tu as des nouvelles, Michel? Bon, je crois qu'on va pouvoir répondre. Il n'y a plus beaucoup de réponses. On y va. On adhère. Alors, on va essayer de les prendre une par une. Alors, la main A, vous êtes en train de répondre au contre d'appel. Sur le contre d'appel, comme c'est une enchère qui est forcée, on va donner le plein de sa main. Et donner le plein de sa main, ça réagit plutôt, ça se structure en zones. Alors, les zones de réponse du contre d'appel, quand on a de 0 à 7 points, c'est-à-dire qu'on n'est pas très content de répondre finalement puisqu'on n'a pas de jeu, on va se contenter de répondre au palier le plus bas. On va dire par exemple un cœur. On va dire, bon, bah, tu m'obliges à répondre, mais ça ne m'intéresse pas tellement d'aller plus loin. Quand vous avez plus de jeux que ça, on va faire un effort pour bien montrer au partenaire qu'on est majoritaire en points et qu'il n'est pas si mal tombé. Donc là, on est dans la deuxième zone, de 8 à 10 points, on va faire un saut. On va dire 2 cœurs. Alors, on pourrait croire que 3 cœurs, puisque c'est au-dessus de 2 cœurs, on pourrait croire que c'est encore plus fort. En réalité, ça ne fonctionne pas tellement comme ça. 3 cœurs, c'est la même enchère que 2 cœurs, c'est de 8 à 10 points. Donc, c'est un peu de jeu, mais c'est simplement un cœur de plus. En fait, on ferait un simple saut avec 4 cartes à cœur. Le fit à cœur n'est pas vraiment sûr. Le partenaire qui dit compte pourrait n'avoir que 3 cartes. Quand on a 5 cartes à cœur, là, le fit est assuré. On a une sorte de sécurité distributionnelle. On va se permettre de faire un double saut. Donc attention, l'enchère de 3 cœurs ne montre pas 11 points et plus. Au contraire, quand on a plus de 11 points, on pourrait commencer par un cubide. On pourrait peut-être dire un carreau contre passe 2 carreaux pour dire qu'on a du jeu et qu'il faut il faut plutôt explorer un fit majeur. L'enchère de 3 cœurs, elle montre 8 à 10 points d'honneur avec 5 cartes à cœur. La main B, c'est un gros piège aussi. On pourrait avoir l'impression que Nord montre un jeu plutôt fort, puisque 2 piques est un barrage, donc ça montre une main de moins de 10 points. Et sur ce barrage qui montre un jeu plutôt faible, Nord parle, il répond. Donc on pourrait se dire, bon, bah, si Nord surenchérit, c'est qu'il a envie d'aller plus haut, c'est qu'il envisage la manche en face d'un jeu faible. Eh bien, pas tellement. Attention, quand le partenaire fait un barrage et qu'on surenchérit dans la couleur, c'est qu'en fait, on prolonge le barrage. Et la prolongation de barrage, ce n'est pas du tout motivé par les points, puisque le but n'est pas tellement de gagner un contrat ou de déclarer une manche. Le but, c'est de continuer d'embêter les adversaires, c'est de continuer à les barrer. Et dans cette notion, il n'y a pas tellement de jeu fort, il n'y a pas tellement le but de jouer la manche. C'est certainement une question d'atout et de distribution. Donc attention, la prolongation de barrage ne garantit rien du tout. On pourrait même imaginer des mains, où on dirait 3 piques avec 0 points. 3 piques, ce n'est pas du tout une enchère forte, c'est une enchère de barrage pour embêter les adversaires. Si vous aviez eu un jeu fort en or pour proposer la manche,
sur le barrage à 2 piques, il faudrait dire 200 atouts, qui est un relais qui permet d'explorer la manche. Donc attention, sur la main B, en soi, Nord n'a rien promis. Il pourrait même avoir 0 point d'honneur dans des cas assez extrêmes. La main C, on en a discuté sur la question 8. L'enchère de 200 atouts n'est jamais une enchère par défaut. Elle propose toujours la manche. Et pour proposer la manche en face de quelqu'un qui n'a garanti que l'ouverture, qui n'a garanti que 12 points, il faut plutôt 10-11 points. Donc la main C montre quelque chose comme 10-11 points d'honneur. Avec moins de 10-11 points d'honneur, avec 8 points, 9 points, 7 points, on aurait fait comme dans la question précédente, on aurait plutôt fait une enchère de faiblesse ou une enchère de préférence. La situation D, elle est peut-être un peu plus maîtrisée, vous avez un peu plus l'habitude de l'utiliser. Vous avez fait un Steeman et vous avez ensuite proposé la manche. Pour proposer la manche en face d'un sans atout, il faut 8 points d'honneur. 9 points, de temps en temps, quand on a 9 points, pas terrible, mais c'est globalement 8 points d'honneur. Si vous aviez eu 10 points d'honneur en face d'un sans atout 15-17, vous auriez eu directement 300 atouts. Donc la main D garantit 8 points, la main A entre 8 et 10, la main C rien du tout, la main B rien du tout, pardon, et la main C promet 10-11 points. La bonne réponse était donc la C, c'est celle qui garantit le plus de jeux. Parfait. On peut peut-être rajouter sur la baie qu'effectivement, la prolongation du barrage, il n'y a aucune indication de points, on pourra en avoir très très peu. Et inversement, on pourra avoir un petit peu de jeu, mais pas de quoi déclarer la manche. Dès lors, on est dans l'inconnu, donc on ne sait pas. C'est ça. L'idée est que ça ne propose pas du tout la manche, ça ne demande pas du tout à Sud de rajouter le 4e. L'enchère de 3 piques, c'est je veux jouer 3 piques, rien de plus, je veux juste embêter les adversaires. Et ça peut être motivé pour plusieurs raisons, la plus grosse étant d'avoir des atouts quand même. Pour prolonger le barrage, il faut des piques. Ça respecte la loi des atouts. Alors, avant de terminer, il y avait une petite question qui nous a été posée avec sur la 8. On peut revenir sur la 8. Donc, avec moins de points, ne vaut-il pas mieux passer sur de trèfle? Alors, tu l'as déjà évoqué, mais... Oui, alors, ça fait peut-être référence à la remarque de Michel disant que la réponse de deux cœurs permettait au partenaire de reparler s'il avait un gros bicolore économique. C'est vrai que ça peut faire partie de la réponse, notamment quand on a 9 ou 10 points, il faut absolument dire deux cœurs pour lui laisser l'occasion de reparler. Quand on a 6-7 points, c'est vrai que c'est un peu plus discutable, mais il faut rester quand même sur le critère de base qui est de jouer dans le fit le plus raisonnable. Et le fit le plus raisonnable, sans compter le fait que le partenaire va reparler, c'est de jouer en 5-2 et pas en 4-3. Voilà, c'est beaucoup mieux de jouer en 5-2 qu'en 4-3. Absolument. Voilà. Alors ici, le partenaire a 5 trèfles. C'est vrai qu'il peut avoir 5 trèfles, mais on ne le saura pas. Mais le partenaire peut aussi avoir 6 cœurs. Le partenaire peut avoir un cœur de plus. Là où il peut avoir un trèfle de plus, il peut avoir un cœur de plus aussi. Donc ça, c'est pas vraiment un débat. On ne peut pas savoir s'il a un trèfle de plus ou un cœur de plus. Et puis, faisons un petit rêve. Si sur deux cœurs, le partenaire dirait « Oh, tant qu'à jouer à 7, on va jouer à 7 à pique » et disait 2 piques avec 3 piques, on pourrait récupérer un contrat encore plus rigolo, là. Ah oui, il serait vraiment bon. C'est un doux rêve. Voilà, faisons un rêve, on a le droit. Bien, il nous reste, merci Julien, il nous reste 2 petits sondages. Donc, on va passer au premier. Vous allez nous indiquer combien de points, donc évidemment, les quelques premières séries qui étaient parmi nous, donc... Il y a quand même pas mal de questions qui ont posé problème. Mon quiz était assez dur, je pense. Oui. Il y avait de quoi intéresser quelques joueurs confirmés. Alors, n'oubliez pas de répondre 1, 2, 3 ou 4 en fonction des points. Là, vous êtes en train de faire les totaux, c'est vrai.
qu'on aime bien d'ailleurs, c'est que la majorité est entre 100 et 150. Ça veut dire qu'ils ont appris beaucoup de choses. 150 et 190, ils ont appris beaucoup de choses, mais brillamment. Bien, bah, une égalité, 40% d'entre vous entre 100 et 150 et 40% entre 150 et 190. Donc, Une merveille. voilà, c'est parfait. On passe à la dernière question. Dernier sondage, pardon. Alors, comment avez-vous trouvé le quiz, les questions posées par Julien? Trop facile, un peu facile, adapté à votre niveau? Vraiment trop dur? Voilà, il va y avoir plus d'adapté à votre niveau, puisque les scores sont Ouais. d'habitude, il y a souvent un peu difficile qui prend le dessus. Là, il devrait y avoir pas mal d'adapté à votre niveau. Alors, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à venir à quelque chose qui, a priori, ne vous concerne pas. Parce qu'on apprend toujours des tas de trucs et puis on passe un bon moment quand même. On a des nouvelles du PSG en même temps. Non, non, on est blessé partout. Ça va très mal. Bien, bah écoute, c'est magnifique, Julien, parce que 68% ont trouvé que c'était adapté au niveau, 31% un petit peu difficile, mais bon, avec tout ce qu'ils ont appris ce soir, avec des remarques pertinentes et des explications formidables, on va pouvoir dire qu'on a passé un bon moment en ta présence. Merci Julien, c'était top. Merci Merci Patrick. Julien. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous le 6 novembre avec Godefroy de Tesser en compétition. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, salut.